Donc bonsoir, bienvenue et merci pour votre présence à cette nouvelle conférence citoyenne du cycle Santé en question, qui, je vous le rappelle, est organisée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et par Universcience, la structure qui regroupe la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte à Paris, en partenariat toujours avec le mensuel La Recherche. Et ce soir, nous sommes également en duplex donc avec d'autres partenaires qui sont au pavillon des sciences de Montbéliard et qui sont le Pays de Montbéliard Agglomération, l'hôpital Nord-Franche-Comté et SEM Numérica, le pôle numérique de Franche-Comté. C'est pas la première fois qu'on organise des conférences en partenariat avec Montbéliard. Dernière information d'ordre général, pour les amateurs de réseaux sociaux, sachez que le cycle est également présent sur Twitter, donc ceux qui le souhaitent peuvent réagir en direct sur le hashtag #confsanté avec un T comme c'est inscrit là-bas. Donc ce soir, on va s'intéresser à la sclérose en plaques, qui est une maladie qui touche les jeunes adultes et dont la prévalence est relativement importante en France, puisqu'on compte environ 80 000 personnes concernées. Cette conférence va d'abord s'attacher à décrire une maladie dont l'évolution est très particulière, avec des périodes d'accélération et de répit qui sont à peu près imprévisibles. Mais on verra que depuis une dizaine d'années, les traitements de l'inflammation ont fait d'immenses progrès, mais ne permettent pas de stopper la progression du handicap. Pour cela, des recherches encore préliminaires tentent de trouver comment s'attaquer aux atteintes neurodégénératives de cette maladie. On abordera aussi l'aspect social qui est lié à la très grande difficulté pour de nombreux patients de sortir de l'isolement. Donc je vais vous présenter déjà nos trois intervenants. Je ne sais pas si on a l'image de Montbéliard, hein, puisque on devrait commencer la conférence avec le docteur Mathieu Béraud. Voilà, on le voit sur l'écran. Bonjour. Qui est Bonjour. neurologue au CHU de Besançon. C'est bon, on vous voit et on vous entend, donc tout va bien. Ensuite, on reviendra à Paris avec donc une intervention de Bernard Zalc, ici présent, qui est directeur de recherche à l'INSERM et qui travaille à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Bonsoir, merci d'être venu ici. Merci de l'invitation. Et enfin, nous retournerons à Montbéliard avec Catherine Linhart, qui est déléguée de l'AFCEP, l'Association française des patients atteints de sclérose en plaques, qui est déléguée en Côte d'Or de cette association de patients, qui souffre elle-même de cette maladie et qui va nous expliquer comment aider justement les patients à ne pas s'isoler, à reprendre notamment une vie professionnelle. Alors, avant de donner la parole aux intervenants, il ne vous aura pas échappé que ce cycle s'appelle Santé en question. Et donc, comme c'est un peu la tradition pour introduire chacune des conférences, vous pouvez répondre avec des cartons rouges et bleus qui vous auront été en principe distribués à trois questions, trois courtes questions qui vont s'afficher à l'écran. Si tout fonctionne bien. Vous avez eu les... Ils ont eu les cartons? Je vois pas bien là, en fait. Donc, première question. En moyenne, combien d'individus déclarent une sclérose en plaques chaque année en France? C'est pour avoir un peu une idée de l'étendue de cette maladie. Donc, si vous pensez que c'est entre 1000 et 3000, vous levez le carton rouge. Et si vous pensez que c'est plus que cela, entre 4 et 6000, c'est le carton bleu. Oui, je dirais que le rouge domine aussi. Les réponses, ce sera pendant la conférence ou à la fin. Deuxième question. Vers quel âge débute la maladie? Avant 20 ans, ou alors si vous pensez que c'est plutôt entre 20 et 40, le carton bleu. Là, il y a unanimité de bleu. En fait, vous savez tous effectivement que c'est une maladie qui démarre entre 20 et 40 ans. Et enfin, la troisième question. Quel type de traitement est préconisé pour atténuer les symptômes de la sclérose en plaques? Donc si vous pensez que ce sont plutôt les immunosuppresseurs, c'est le carton rouge. Et les transfusions sanguines, vous levez le carton bleu. Là aussi, oui, visiblement, le public est bien informé déjà sur cette maladie. Donc merci de vous être prêté à ce petit quiz. Et on va passer maintenant la parole aux intervenants. Donc d'abord le docteur Béraud,
à Montbéliard. Si vous pouvez, voilà. Donc, est-ce que vous commencez par nous expliquer Oui, voilà. Je vais peut-être commencer par dire quelques éléments et puis en fonction de ce que je n'aurais dit ou pas dit, peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez relancer et poser les questions qui avaient été convenues peut-être au départ, si ça vous va comme ça. Allez-y. Très bien. Alors, écoutez, d'abord bonsoir à tous, et puis merci beaucoup à Monsieur Raymond, merci beaucoup donc à Madame Julienne d'avoir organisé cet événement et de m'y avoir convié. Je suis un tout petit peu impressionné par le côté duplex, puisque je vois pas par définition les gens à qui je parle complètement. Je vois ceux de Montbéliard qui sont venus, qui ont répondu présent, et je les en remercie. J'imagine qu'à Paris c'est la même chose. Alors moi, je suis très heureux de venir parler de sclérose en plaques. Parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie d'abord fréquente, qui touche volontiers les personnes jeunes, des personnes qui ont des perspectives et des projets personnels, des projets familiaux. C'est une maladie qui a bénéficié d'une explosion des thérapeutiques disponibles, en particulier sur l'inflammation. Et donc c'est une période quand même très excitante pour les neurologues. Et c'est un vrai challenge aujourd'hui d'accompagner et de traiter nos patients atteints de sclérose en plaques. Alors pour commencer, peut-être quelques éléments pour expliquer un petit peu la maladie. La sclérose en plaques, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est en partie une maladie auto-immune. Et je vais un petit peu discuter après ce que sont ces termes un peu peut-être compliqués. Auto-immune du système nerveux central et qui va toucher une certaine partie du système nerveux central. Donc, auto-immune, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le système immunitaire, qui est là pour nous protéger contre les infections, contre les agressions extérieures, va, dans certaines circonstances, se retourner contre le propre organisme et venir s'attaquer au tissu de la personne. C'est un petit peu ça qu'on appelle l'auto-immunité. En l'occurrence, la sclérose en plaques, ça touche le système nerveux central, et il faut entendre le cerveau et la moelle épinière, pour simplifier un petit peu. Donc, la sclérose en plaques, ça touche ce qu'on appelle la substance blanche. La substance blanche, est constituée à la fois de l'axone, c'est-à-dire le prolongement qui va permettre de relier les neurones, qui sont les cellules du cerveau, et une gaine qui est très importante qui entoure ces prolongements cellulaires et qui s'appelle la gaine de myéline. Et dans la sclérose en plaques, l'auto-immunité, les mécanismes inflammatoires vont venir en particulier attaquer cette gaine qui entoure donc l'axone, cette gaine de myéline. Et donc ça va avoir un retentissement et expliquer en partie les symptômes de la maladie. Ça, c'est des éléments importants. Alors, avant de revenir un petit peu plus en détail sur, en pratique, comment ça se manifeste, quelques éléments quand même d'épidémiologie. Donc, on l'a dit, c'est une maladie fréquente, 80 000, 90 000 personnes en France, une personne sur 1000. Il faut savoir que la sclérose en plaques touche volontiers plus les femmes que les hommes. Dans les études qui ont été réalisées, alors pendant très longtemps, on a parlé d'un ratio 2:1, c'est-à-dire 2 femmes pour un homme. Et avec les études les plus récentes, il semble que ce ratio tende de plus en plus vers 3:1, c'est-à-dire 3 femmes pour un homme. Alors pour quelles raisons ? Il y a des hypothèses environnementales, génétiques, hormonales, qui peuvent un petit peu être des éléments de discussion pour expliquer un petit peu cette disparité. D'une manière générale, les maladies auto-immunes touchent plus volontiers la femme que l'homme. Et c'est vrai aussi pour la sclérose en plaques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la sclérose en plaques ? Excusez-moi, juste avant, excusez-moi de vous interrompre. Vous m'aviez dit que c'était une maladie qui était beaucoup plus fréquente dans l'Est de l'Europe, et notamment dans l'Est de la France, et je trouvais ça assez étonnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Question, tout à fait. Donc, dans l'Est de la France, il se trouve qu'effectivement, on est très enclin à parler de sclérose en plaques, puisqu'il y a un gradient, c'est-à-dire qu'il y a plus de patients qui ont une sclérose en plaques, par exemple dans le nord-est de la France, dans le quart Grand Est, que dans le sud-ouest, en termes de prévalence et d'incidence. Ce gradient, qui est vrai à l'échelle de la France, se retrouve également à l'échelle de l'Europe, et de manière même plus large, à l'échelle de tout l'hémisphère nord. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de l'équateur, et plus la probabilité de développer la maladie augmente. Alors, pourquoi ?
Alors on a des éléments de réponse sans forcément avoir une seule réponse. C'est relativement compliqué de répondre à cette question. Il y a certainement une susceptibilité génétique, mais il y a surtout aussi des facteurs environnementaux. Alors parmi les facteurs environnementaux qui ont été bien étudiés, il y a l'ensoleillement, par exemple, la vitamine D, l'exposition à certains agents infectieux et d'autres éléments. Mais ces 3 éléments ont été les plus étudiés. Voilà, ce qui pourrait expliquer un petit peu une disparité dans la prévalence et l'incidence de la maladie. Ces disparités peuvent être importantes, elles peuvent être de l'ordre d'un ratio de 1 à 3, en fonction de la région où l'on est. Je vous laisse poursuivre sur le diagnostic de la maladie. À quel âge Alors, on a parlé tout à l'heure de l'âge de la maladie. Donc, on a dit que la sclérose en plaques, c'était une maladie du sujet jeune. Je crois, grosso modo, il faut retenir qu'il y a 2 tranches d'âge à considérer. La maladie qui va débuter par ce qu'on appelle des poussées, très inflammatoires, qui va débuter volontiers vers 30 ans. Le pic d'incidence, c'est 30-31 ans. Ça, c'est les formes qui débutent par des poussées. Et puis, il y a des formes de la maladie qui sont plutôt progressives et qui débutent volontiers un petit peu plus tard, entre 40, 45 ans, voire même 50 ans. Donc ça, c'est les 2 formes de maladie principales. Et donc, l'âge n'est pas tout à fait le même. Mais globalement, il faut retenir que c'est une maladie qui débute volontiers vers 30 ans. Les signes précurseurs, enfin, il y en a ou pas, ou c'est très subi, justement? Alors, moi, j'aime pas le mot de signe précurseur. Je sais pas bien ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça donne comme signe? Eh bien, comme tout le système nerveux peut être touché, ça peut donner des signes sensitifs, des signes moteurs. Ça touche très volontiers le nerf optique, donc ça peut donner une baisse de la vue avec des douleurs quand on bouge les yeux. Ça, c'est un mode de révélation très fréquent de la maladie lorsqu'elle se révèle par des poussées. Ça peut être des troubles de l'équilibre et de la marche, notamment lorsque le cervelet, cet organe qui est juste en dessous du cerveau, qui contrôle l'équilibre, est touché. Et puis quand ça touche la moelle épinière, ce qui est aussi assez fréquent, ça donne une atteinte de la motricité, un manque de force, des troubles de la marche. Ça peut donner des troubles sensitifs. Les troubles sensitifs, c'est-à-dire une perte de sensation, l'impression de ruissellement sur une partie du corps, d'avoir des fourmis, des picotements. Ça, c'est très fréquent. Et puis ça donne aussi des troubles sphinctériens, c'est-à-dire par exemple des impériosités urinaires, c'est-à-dire qu'on a vite envie d'aller faire pipi, ou à contrario, à l'inverse, des difficultés pour aller faire pipi. Voilà les signes les plus fréquents. Mais ils sont très variés. Il n'y a pas un signe révélateur de la sclérose en plaques. Ça peut être beaucoup de choses. Mais les plus fréquents, c'est ça. Des signes sensitifs, des signes moteurs, des troubles de l'équilibre, des troubles de la marche. Ça, c'est pour la maladie qui débute par des poussées. Et pour les maladies qui sont d'évolution plus progressive, c'est généralement des troubles de la marche qui évoluent de manière progressive sur plus de 6 mois, avec de la raideur, des douleurs et une limitation du périmètre de marche. Voilà un petit peu ce qui reflète le plus la maladie du point de vue des symptômes. D'accord. Et du coup, le diagnostic est difficile à faire? Enfin, c'est généralement le médecin généraliste qui oriente rapidement ou... Aujourd'hui, de plus en plus souvent, on nous envoie des patients qui ont une IRM cérébrale où il y a des plaques et on nous dit voilà, je viens parce qu'on m'a dit que j'avais une sclérose en plaques. Ça, c'est la nouveauté des années 2000, puisque maintenant, on a un accès à l'imagerie très, très rapide. Donc, on a pas mal de patients qui viennent comme cela. Et ce n'est pas un diagnostic de sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est des manifestations cliniques associées à des signes à l'IRM cérébrale et parfois des éléments qui sont retrouvés à la ponction lombaire. Donc, le diagnostic se fait par un neurologue. C'est pas un diagnostic facile. Les éléments qui permettent de poser le diagnostic, c'est de repérer des épisodes neurologiques correspondant à des poussées et de mettre en évidence une inflammation et des plaques qui sont visibles à l'IRM du cerveau et de la moelle et de mettre en évidence un mécanisme inflammatoire par la ponction lombaire qui met en évidence une inflammation au sein du système nerveux central. Donc voilà, le diagnostic, c'est la clinique, l'IRM et la ponction lombaire. Grosso modo, c'est les 3 armes du diagnostic. D'accord. Alors, les traitements, ils ont fait quand même beaucoup de progrès, vous disiez, ces 10 dernières années, là. Les traitements, comme je disais, c'est vraiment une belle période pour le neurologue. Ce qu'on sait très bien faire dans la sclérose en plaques aujourd'hui, c'est traiter les poussées, traiter l'inflammation, traiter les plaques à l'IRM. On est capable de limiter de manière très importante ces phénomènes inflammatoires. Avec les traitements de première ligne, qui sont les interférons par voie injectable, qui ont été complétés très récemment par les premiers traitements disponibles par voie orale, on est capable de diminuer les poussées d'à peu près 30%.
50% avec l'un d'entre eux, mais grosso modo, c'est entre 30 et 50%. On est capable aussi de limiter l'apparition de nouvelles plaques, avec plus de 70% de nouvelles lésions en moins. Donc ça, on sait très bien faire. Chez les patients qui sont très très actifs, de nouvelles thérapeutiques dites immunosuppresseurs ont également été développées avec des résultats vraiment très intéressants, des diminutions de poussée de plus de 70% et des diminutions des nouvelles lésions à l'IRM de près de 90%. Donc on est aujourd'hui vraiment très, très capable de limiter l'inflammation dans la sclérose en plaques, qui est une partie de la maladie. Sur les aspects dégénératifs, qui rendent compte davantage de la progression du handicap, là, on est moins performant, puisque la plupart des traitements qui marchent sur les poussées ne marchent pas sur la progression du handicap. Ces phénomènes de handicap sont vraisemblablement au moins autant liés à des phénomènes de perte cellulaire, axonale, la gaine qui ne se refait pas bien, l'axone, le neurone qui souffre, qui dégénère. Et là, il y a tout un champ de recherche sur la remyélinisation, sur des aspects plus cellulaires, neuronaux, qui doit se développer. D'accord. Sur ces traitements, vous disiez aussi qu'il y a quand même des évolutions qui sont plus faciles à administrer maintenant parce qu'il y a des perspectives de traitement par voie orale qui n'étaient pas très répandues. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les traitements par voie injectable pouvaient paraître un petit peu lourds. Alors, c'est des traitements qui ne vont pas disparaître du tout parce qu'il y a un élément qui est important, c'est que ces traitements, on a plus de 20 ans de recul et qu'on a une bonne connaissance des effets secondaires et de l'innocuité de ces traitements, y compris chez quelqu'un qui a un projet de grossesse, par exemple, ce qui est très fréquent puisque ce sont des femmes jeunes qui ont la sclérose en plaques. Donc ces médicaments gardent toute leur place. Mais c'est vrai qu'avec les traitements par voie orale, ça donne des arguments intéressants pour traiter les patients. Et certains patients ne sont pas très enclins à suivre les traitements par voie injectable. Mais les traitements par voie orale ne marchent pas mieux que les traitements par voie injectable. En tout cas, ça n'est pas démontré. Mais ce qui est intéressant, c'est les traitements de deuxième ligne chez les patients qui échappent aux traitements de première ligne et qui sont vraiment des traitements très très efficaces, qui ont aussi des risques qui vont avec, parce qu'on n'a pas d'efficacité sans risque, mais ces risques, on apprend petit à petit à les maîtriser. D'accord. Alors, vous le disiez donc vous-même, ces traitements, ils sont efficaces pour traiter l'inflammation, mais ça n'empêche pas la maladie, malheureusement, de continuer de progresser. Donc, je vais en profiter pour passer la parole peut-être à Monsieur Bernard Zalck. Vous, au contraire, enfin, par ailleurs, je dirais, vous travaillez sur des recherches qui visent justement à agir plus en profondeur. Je ne sais pas si on peut en parler comme ça. Mais puisque vous essayez de réparer cette fameuse gaine de myéline, et donc à terme, l'idée c'est de lutter contre la dégénérescence. Mon collègue Mathieu a bien expliqué, je crois que l'information dans le cerveau se passe sous forme de courant électrique. Et c'est un vrai courant électrique, puisque ça se mesure même en millivolts. Donc une cellule qu'on appelle un neurone, qui est un corps cellulaire, qui va projeter un long prolongement qu'on appelle l'axone, et qui va aller communiquer avec une autre, vous voyez, ça c'est un fil électrique, et qui va aller communiquer avec une autre cellule, voire même un effecteur, comme par exemple un muscle. Et il y a deux types de fibres dans le cerveau. Il y a des fibres qui sont un peu nues, comme celle-là, et puis il y en a d'autres qui sont entourées d'une gaine de myéline, comme celle-ci, vous voyez. Donc c'est comme un fil électrique qui a son isolant, si ce n'est que l'isolant est interrompu à intervalles réguliers, qu'on appelle des nœuds de Ranvier, du nom de l'histologiste français qui, au XIXe siècle, a décrit ces petits étranglements. Il appelait ça des étranglements. Et dans une fibre qui n'a pas de gaine de myéline, le courant va se propager doucement tout le long de cette fibre, alors que quand la fibre est myélinisée, le courant va sauter d'un nœud au suivant. Et ça permet de gagner un facteur de 50 à 100 dans la vitesse de conduction. Donc c'est quelque chose de dramatique, hein, un facteur 100.
Dans une fibre comme celle-ci, le courant va passer à 1 mètre par seconde. Là, il va passer à 50 ou 100 mètres par seconde. Et il faut savoir, par exemple, que tous les invertébrés ne sont pas myélinisés. Mais ils ont tous une taille qui est comprise entre 0,1 et 30 cm. Oui, ça fait à peu près ça. Donc, si vous imaginez une mouche, par exemple, que vous allez essayer d'attraper, elle va voir votre main comme ça. Et pour elle, le signal va aller de son œil à son cerveau moteur aux ailes, ça fait à peine 1 centimètre, même si c'est une très grosse mouche. Donc, en conduisant à 1 mètre par seconde, en 1 centième de seconde, elle a eu le temps de s'en aller, de s'envoler, et vous l'avez loupé. Chez l'homme, ce n'est pas tout à fait pareil, parce que vous voyez, si vous êtes dans votre, disons par exemple une voiture, et dans une rue tranquille, et d'un seul coup, vous voyez un ballon qui débouche là, qui traverse, et vous savez que derrière le ballon, vous allez voir un gamin qui va arriver en courant, et donc vous allez freiner. Si vous conduisez votre influx nerveux à 1 mètre par seconde, il va falloir que ça aille de l'œil jusqu'à votre cerveau occipital qui intègre le message visuel, du cerveau occipital au cerveau moteur qui va vous donner le signal qu'il va falloir freiner. Donc là, vous avez déjà 10 et 10, 20 cm. Et puis, le signal va partir le long de votre moelle épinière. Vous avez à peu près 1 mètre. On en est à 1 mètre 20. Et puis encore 1 mètre pour aller jusqu'au pied. Pardon, c'est plutôt avec le pied. Avec quel pied on freine, moi, je fais du vélo, alors je suis désolé, je me trompe tout le temps. Donc, vous voyez, en tout cas, vous voyez, si on conduit à 1 mètre par seconde l'influx nerveux, pour faire 2 mètres 20, il va falloir plus de 2 secondes. Le gamin, vous êtes tranquille, vous le payez. Hein. Ça, c'est dramatique. En revanche, si vous conduisez votre influx nerveux à 50 mètres par seconde, en 2 centièmes de seconde, vous avez eu le temps de freiner et le gamin va courir derrière le ballon et vous serez arrêté, vous pourrez l'engueuler. Mais, vous voyez, donc, pour des espèces comme l'homme, qui a grandi en taille par rapport aux invertébrés, l'acquisition de la gaine de myéline a été un plus absolument fantastique. Le problème de la gaine de myéline, c'est que, comme souvent, quand on a un plus, on peut avoir un moins. Et le moins, c'est effectivement la démyélinisation. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des démyélinisations, vous vous retrouvez comme ça. Vous voyez, là, vous avez un peu de myéline, là, vous en avez encore un peu, mais là, vous n'en avez plus. Alors, qu'est-ce qui fait le courant électrique? Il avait l'habitude d'aller très vite, il sautait d'un nœud au suivant, et puis il arrive là, et là, petit à petit, il va s'estomper et il va s'arrêter. Et c'est ce qu'on appelle un bloc de conduction. Il n'y a pas toujours bloc de conduction, il peut des fois passer jusqu'à à nouveau une nouvelle région myélinisée, mais des fois il s'arrête. Et quand il y a un bloc de conduction, du coup, c'est là qu'on commence à avoir des signes, que ce soit des signes sensitifs ou des signes moteurs, mais aussi et on le décrit maintenant de plus en plus, des signes cognitifs, ce qu'on appelle maintenant les démences de la substance blanche, parce qu'il n'y a pas que les fibres motrices et sensitives qui sont myélinisées, mais il y a également les fibres qui conduisent les mécanismes de pensée, qui sont des choses plus difficiles à analyser, bien entendu, parce qu'elles sont plus difficiles à objectiver. Alors, tout n'est pas perdu parce que, certes, là, c'est démyélinisé, donc on a détruit la gaine de myéline, on a détruit les cellules qui synthétisent cette gaine, hein, parce que c'est pas quelque chose, là, j'ai une mauvaise représentation, un peu simpliste, mais vous voyez, attaché à cette gaine, il va y avoir un corps cellulaire, puisque la gaine de myéline n'est jamais que le prolongement d'une cellule qui va venir s'enrouler autour de l'axone. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des potentialités dans le cerveau, et on le sait, même dans la sclérose en plaques, hein, il y a une potentialité à remyéliniser. Donc, on va refaire une gaine de myéline. Mais vous voyez, par rapport à celle-ci, si on compare, eh bien, on voit que les segments myélinisés sont plus courts. Et en fait, là, j'arrive pas à le représenter là, mais en fait aussi, non seulement ils sont plus courts, mais l'épaisseur de la gaine de myéline est plus fine. Et de ce fait, la conduction va être un peu plus lente. Mais ça suffit pour réparer.
Ça suffit pour réparer. Alors évidemment, si vous êtes un joueur de tennis ou si vous êtes une violoncelliste, pour prendre toujours l'exemple de Jacqueline Dupré, qui est décédée il y a quelques années d'une sclérose en plaques. Donc vous voyez, c'était quelqu'un de très très grand talent et pour qui les actes à la fois moteurs, sensitifs et cognitifs étaient, vous voyez, quand on est à ce niveau de compétition, évidemment, si on conduit la vitesse de conduction entre 50 mètres secondes et si on répare et qu'on va la conduire à 45 mètres secondes, pour quelqu'un comme moi, ça ne change pas grand-chose, surtout si je touche un violoncelle, je n'ai jamais joué du violoncelle. Donc vous voyez, c'est très simple. Mais pour quelqu'un qui est hyper performant, je vous dis un joueur de tennis, un joueur de football ou un gardien de but là, qui doit sauter avant que le ballon arrive, eh bien, ça peut faire une différence, 5 mètres par seconde. Mais pour le commun des mortels, je pense que cette réparation est suffisante pour rétablir une vie normale. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, il y a un gros effort maintenant pour arriver à restaurer cette gaine de myéline. Parce que pour des raisons qu'on ignore complètement, il y a un mécanisme spontané de réparation, mais ce mécanisme semble s'épuiser et il est nécessaire à ce moment-là de favoriser, d'induire une nouvelle réparation de cette gaine de myéline. Et beaucoup de recherches vont dans ce sens à l'heure actuelle. Hein. On a maintenant toute cette panoplie de médicaments immunosuppresseurs, immunomodulateurs qui permettent de contrôler l'inflammation, mais comme l'a très bien dit Mathieu, on n'arrive pas pour l'instant à freiner l'évolution irréversible du handicap. Hein. Au bout de 5 ans, entre les patients qui n'ont pas pris de médicaments et ceux qui ont été soignés, l'évolution du handicap est pratiquement la même. Donc il faut arriver à remyéliniser pour guérir, empêcher cette évolution irréversible du handicap. Elle est d'autant plus irréversible, a priori, que quand le nerf est devenu tout nu, comme ça, à ce moment-là, il est fragilisé et il y a ce qu'on appelle des transsections. C'est-à-dire que l'axone se coupe. Et alors, c'est déjà difficile de refaire de la myéline, mais alors, si en plus, il faut déjà refaire d'abord un axone, puis le remyéliniser, là, ça devient extrêmement difficile et c'est probablement trop tard. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches qui se font à l'heure actuelle dans ce sens, essayer de trouver des médicaments qui vont, parce qu'on a des cellules, dans le cerveau, on en a même beaucoup, ce sont des découvertes récentes, qui sont capables de se différencier en oligodendrocytes. La cellule qui synthétise la myéline dans le système nerveux central s'appelle l'oligodendrocyte, et on a des précurseurs de ces oligodendrocytes. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver un moyen de les forcer à refaire une gaine de myéline. Et alors, Voilà, les stratégies, c'est d'essayer de travailler sur c'est des nouvelles molécules qui fonctionnent pour d'autres maladies ou c'est des greffes? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a différentes stratégies, j'imagine, qui sont alors, il y a différentes tentées? stratégies, effectivement. D'abord, le fait qu'on utilise des vieilles molécules qui ont fait leurs preuves ou des nouvelles molécules, ça, je dirais que ça ne change pas beaucoup. Ce qui se passe maintenant, on a fait quand même des grands progrès dans ce qu'on appelle le criblage à haut débit. C'est-à-dire qu'on peut maintenant, en quelques semaines ou quelques mois, si on a un bon test, cribler 1 millier, 10 000, 100 000 molécules. Et si le test est bon, il vous permettra de dire, tiens, on a peut-être une molécule candidate qui, en tout cas, va induire un progéniteur d'oligodendrocyte à devenir une cellule plus mature, ou bien une cellule plus mature à faire une gaine de myéline. Donc on a des tests maintenant qui existent dans différents laboratoires pour cribler un grand nombre de médicaments. Donc quand on fait ce genre de crible, on passe tout. Tout ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des banques de médicaments. Des industries pharmaceutiques comme Sanofi peuvent avoir dans leur tiroir plus de 1 million de médicaments, enfin de molécules plutôt. Et puis, évidemment, ça prend du temps à cribler toutes ces molécules. Pour l'instant, on est plutôt au stade du millier, mais il suffit de trouver ce qu'on appelle un hit, c'est-à-dire une molécule qui semble intéressante, et à ce moment-là, on peut la passer sur des tests in vivo
sur des modèles animaux où on crée une démyélinisation, un peu comme dans la sclérose en plaques. Il y a plusieurs types de modèles animaux, et à ce moment-là, on va les tester in vivo chez l'animal, puis éventuellement, on passera à l'homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 1000 candidats, on peut en trouver peut-être une centaine qui seront intéressants. Sur la centaine, dans les tests que j'appelle in vitro, dans des boîtes de culture, sur les 100 qu'on va trouver intéressants, il y en aura 10 qui confirmeront leur intérêt en absence de toxicité in vivo. Et puis, si on a de la chance, il y en aura un qui pourra passer les dernières étapes pour arriver chez l'homme. Il y a des Donc, essais qui ont démarré déjà à l'étranger, en France ou pas? sur les molécules myélinisantes, à ma connaissance, il y a un... Non, bien sûr, il y a deux essais. Il y a un essai qui est déjà presque en phase 3. Donc, juste brièvement, phase 1, quand on essaye une molécule, c'est sur un tout petit nombre de sujets, une dizaine. On essaie juste de savoir si la molécule est toxique ou pas. Parce que là, ça arrête tout de suite. S'il y a une toxicité, il faut bien penser qu'on n'est pas dans le compassionnel, dans la sclérose en plaques. L'espérance de vie est pratiquement conservée. Les patients qui ont une sclérose en plaques vont mourir vers 60-70 ans. Voilà. Donc, on ne peut pas se permettre, comme dans certaines affections qui sont dramatiques, où on sait que l'espérance de vie est de quelques mois, on peut se permettre des essais avec des molécules qui peuvent être très dangereuses. Là, pas du tout. On est obligé d'utiliser des molécules qui sont le plus inoffensives possible pour, bien entendu, aux concentrations où elles sont utilisées pour la vie du patient. Et Donc ça, c'est les essais de phase 1. voilà, ça c'est Après, les il y a essais les de essais de phase 1. phase Est-ce 2. que la molécule est toxique ou n'est pas toxique? Si on a passé cette étape, on passe à la phase 2, là où on teste plutôt les concentrations. Ça reste encore des essais sur des petits nombres de patients. On essaye plusieurs concentrations pour voir, et puis on commence déjà à essayer de voir un effet. Alors là, il y a un petit problème dans la sclérose en plaques, c'est que souvent les critères de mieux, si j'ose dire, sont des critères cliniques, et comme la maladie évolue quand même en poussée, c'est souvent difficile, et des poussées qui peuvent être espacées quand même de plusieurs mois, c'est souvent des essais qui prennent beaucoup de temps. Et là, il y a un grand progrès, je crois, qui est en train de se passer pour diminuer la durée des poussées, qui sont des progrès en imagerie. Alors, donc, Mathieu a parlé tout à l'heure de l'IRM. C'est très très bien l'IRM, ça a été un progrès absolument fantastique. Il faut bien voir que l'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique. On fait résonner les molécules d'eau. Donc c'est un outil fantastique pour mesurer l'inflammation. En revanche, la myéline, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, la myéline, il y a quelques années, enfin c'était dans les années 70, si vous preniez le petit Robert, à myéline, il y avait écrit substance grasse et molle. Quand vous pensez que j'ai passé ma vie à travailler sur la myéline, substance grasse et molle, c'est vrai que c'est pas très encourageant. Eh bien, le fait est que c'est quand même assez gras, la myéline. Contrairement à toutes les membranes biologiques sont constituées de 70% de protéines, de 30% de lipides. Eh bien, la myéline, bien que ce soit le prolongement membranaire d'une cellule qu'on appelle l'oligodendrocyte, eh bien, la myéline inverse ce rapport. Il y a 70% de lipides et 30% de protéines. Ça veut dire donc qu'il y a en fait très peu d'eau. Donc, avec les techniques d'imagerie par résonance magnétique, on ne mesure pas vraiment la myéline. Alors maintenant, il y a des nouvelles techniques qu'on appelle la tractographie, la diffusion de l'eau, qui permettent de mesurer la rigidité des fibres, parce que quand une fibre est myélinisée comme ça, elle va être plus rigide qu'une fibre qui ne l'est pas, et donc ça permet de façon indirecte à évaluer la quantité de myéline, mais ça n'est pas idéal. Donc là, ce que je disais, c'est qu'il y a eu un progrès fantastique, c'est qu'il y a d'autres techniques qui sont un peu plus difficiles, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut les faire, qu'on appelle une imagerie par émission de positrons. Il y a certaines molécules radioactives qui émettent des radioéléments qu'on appelle des positrons. Et là, on mesure des molécules qui se fixent réellement sur la myéline. Donc si on a une perte de myéline, on va à une perte de signal. Et si on a un gain de myéline, on a un gain de signal. Et ça, je pense que ce sont des progrès vraiment appréciables et qui vont permettre
de réduire la durée des essais. Donc ça, c'est déjà, en phase 2, on pense qu'on pourrait envisager ce genre d'essais. Et puis, bien entendu, après, on passe aux phases 3. Alors, les phases 3 sont des essais, il faut vraiment être convaincu, il faut que l'industriel soit convaincu de l'intérêt, parce que ça coûte quand même très cher. C'est souvent des essais qui se font sur pratiquement 1 millier de personnes. Classiquement, on dit 900, parce que on a un groupe placebo. Le groupe placebo, je ne sais pas si vous êtes au courant, ce sont les gens qui prennent de l'amipin, c'est-à-dire un faux médicament, mais qui se présentent exactement de la même façon que le médicament lui-même. Et puis, on donne souvent 2 doses du médicament, une faible. Et puis, on voit les effets. Et on peut espérer qu'avec ces nouvelles techniques de radiologie, d'imagerie du cerveau, on pourra visualiser plus rapidement une remyélinisation. Et juste pour terminer là-dessus, donc il y a un essai qui a démarré de phase 3 ou Alors, pas? il y a un essai de phase 3 qui s'appelle, avec un anticorps qu'on appelle Antilingo, par le laboratoire Biogène, qui est une biotech qui commence à bien grossir maintenant, et qui sont en phase 3 absolument, mais on n'a pas encore les résultats, mais ils ne font pas de caméra positron. C'est trop récent. Et puis, je ne suis pas tout à fait sûr que ça a démarré, mais si ça n'a pas démarré, ça va démarrer sous peu. Il y a eu plusieurs articles des 2 dernières années, justement avec ces méthodes de crible à haut débit, qui ont individualisé des molécules, dont l'une s'appelle la clémastine. Et je crois qu'il y a aux États-Unis un essai du côté de San Francisco qui doit débuter très prochainement. Et puis il y a eu deux études récentes, une étude récente aussi qui a montré d'autres médicaments qui pourraient avoir, alors là effectivement des médicaments. Tout ça, ce sont des molécules qui avaient déjà été décrites, qui étaient plus ou moins, pas abandonnées, mais dont l'utilisation était, je dirais, très modérée parce que les indications étaient assez faibles, mais qui ont l'avantage, comme ça a déjà été mis sur le marché, où les essais des phases 1 en général ont déjà été réalisés, donc on connaît déjà la toxicité de ces, ou la non-toxicité, ou la toxicité réduite de ces molécules, donc ça c'est assez intéressant. D'accord. Et juste une dernière question, peut-être avant de passer la parole à Madame Linhart. Pourquoi vous ciblez la réparation de la myéline? Est-ce qu'il y a une autre stratégie qui vise à éviter la dégradation Alors ça, ou c'est une pas? très bonne question, oui, c'est vrai. En fait, ça se fait. Alors, éviter la dégradation. On ne va pas mettre toute la population sous traitement en se disant qu'ils vont peut-être avoir une sclérose en plaques. Il n'est pas question de ça. En revanche, des gens qui ont fait une poussée, on pourrait tout à fait envisager de... s'ils ont fait une ou 2 poussées, en général, on dit qu'il faut plutôt 2 poussées pour porter le diagnostic. On peut se dire qu'effectivement, on pourrait les mettre sous traitement au long cours, et de façon à éviter qu'il y ait une dégradation de la myéline. C'est pas exclu. Pour l'instant, on travaille un peu dans les 2 sens, mais effectivement, oui, ça peut être intéressant. Vous vouliez D'accord. me poser une question aussi sur les transplantations. Alors personnellement, mais là c'est vraiment un avis personnel, et j'ai des collègues qui ne pensent pas comme moi et qui sont tout à fait respectables et que je respecte, mais moi je ne pense pas qu'il y ait d'avenir dans les transplantations de cellules dans le cerveau. Euh, ça, tout ce qui est greffe franchit beaucoup plus facilement les médias. Je prends toujours comme exemple, si je pose la question dans la salle, qui a fait la première greffe cardiaque? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va se souvenir ici de Chris Barnard. Si je vous demande qui a découvert le premier traitement contre le paludisme, à part ceux qui habitent en face du jardin de Luxembourg, dans le 6e arrondissement, personne ne se souvient de Caventou et Pelletier. Alors, premièrement, Caventou et Pelletier étaient 2 pharmaciens français. C'est eux, quand même, qui ont découvert la quinine et montré son effet sur le paludisme. Et je pense que, quand même, on ne peut pas comparer le nombre, c'est des centaines de millions de gens qui ont pu bénéficier de la quinine, alors que les gens qui ont bénéficié d'une greffe cardiaque, ça reste quand même un petit millier. Donc voilà, la chirurgie, ça
Ça branche les gens, ça branche les médias, et on trouve que c'est fantastique. Alors, vous pensez, la transplantation dans le cerveau, ça, vraiment, c'est le top du top. Oui, on va penser autrement, peut-être. On va greffer des cellules de femme chez un homme, des cellules d'homme chez une femme. Vous voyez, tous les fantasmes se donnent libre cours. Moi, ce que je dis, c'est que si vous regardez une image d'IRM, d'un individu qui a une sclérose en plaques, on peut voir facilement une cinquantaine de lésions dans le cerveau, facilement une vingtaine dans la moelle épinière, ça fait 70 lésions. Si vous voulez greffer 70 dans 70 endroits, moi je dis qu'il ne faut pas confondre neurochirurgien et acupuncteur, c'est pas le même métier. Hein. Donc, alors certains vont dire, bien sûr, les cellules vont migrer, tout ça, mais dans un cerveau adulte, les cellules, moi je pense, ne migrent pas si bien que ça. Voilà. Donc je On suis aura bien assez. compris que vous êtes Voilà. sceptique. Voilà, je suis assez sceptique D'accord. sur l'avenir. Ça fait des très jolis articles dans de très belles revues, mais je suis sceptique sur. Mais encore une fois, hein, c'est un avis très personnel. Moi, je suis pour la remyélinisation endogène, favoriser ce mécanisme qui existe en nous et qu'on doit stimuler pour le rendre plus puissant. Ok, merci beaucoup pour votre intervention qui était très claire. Alors évidemment, il y a l'importance des traitements et des recherches, mais pour les patients, pour les malades, la priorité, c'est aussi de ne pas perdre ses relations sociales et professionnelles au fur et à mesure de la progression de la maladie et des handicaps. Oui, pardon. Liénard, hein, je ne veux pas vous couper, mais quand on a dit que c'était entre 20 et 40 ans le début de la maladie, c'est tout à fait vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des formes du jeune qui sont avant 30 ans, des jeunes personnes de 12, 14 ans qui débutent une sclérose en plaques. Et même si on a l'impression que on soigne moins bien, enfin on guérit moins bien, on répare moins bien avec l'âge, ces personnes-là, je viens d'avoir une étude toute récente, les enfants en fait ne réparent pas mieux que les adultes. Enfin, les adolescents, disons, appelons-les adolescents, que les jeunes adultes. Et voilà, c'est assez dramatique ces formes du jeune. Madame Liénard, je vous en prie. Allez-y, donc vous êtes déléguée en Côte d'Or de la principale association de patients, hein, l'AFCEP. Voilà. Ouais. Et je voulais juste rebondir sur ce que le professeur Zach a dit tout à l'heure, que les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques pouvaient vivre jusqu'entre 60 et 70 ans. On va vite mourir à ce moment-là. Ce qui fait que je voulais quand même lui dire que j'ai fait la connaissance d'une personne de 84 ans il y a 3 semaines environ, qui a une sclérose en plaques depuis l'âge de 40 ans, qui se porte très bien, comme une petite vieille de 84 ans. Voilà. D'accord. Non, parce que c'est vrai que l'espérance de vie des femmes, c'est un peu plus que 60-70 ans, si je puis me permettre. Ça nous a fait peur. Donc j'ai été invitée pour apporter mon témoignage en tant que responsable de l'association des sclérosés en plaques. Je m'appelle Catherine Linhart et je suis déléguée départementale de la Côte d'Or de l'association. Je siège aussi au conseil d'administration de cette association. Tout d'abord, je vais vous faire un bref historique de l'AFCEP. En 1949, Pierre Anzel crée l'association des sclérosés en plaques. Celle-ci sera dissoute à son décès. En 1962, un groupe d'amis toulousains animé par M. Louis Donat reconstitue l'association sous le nom de Association toulousaine des sclérosés en plaques. La revue Le Facteur Santé, que connaissent bien les adhérents de l'AFCEP, est créée à cette occasion. Un an plus tard, donc en 1963, l'association devient nationale sous le nom de NAFCEP, Nouvelle Association des sclérosés en plaques. Elle s'impose comme association représentative des besoins des malades et obtient la reconnaissance d'utilité publique en 1967. Depuis 1972, la NAFCEP a créé 5 établissements spécialisés dans l'accueil des personnes atteintes de CEP, en Haute-Garonne, dans le Cantal et dans l'Essonne, ainsi que dans le Jura à Saint-Lupicin. En 2009, l'association n'a plus rien de nouveau et devient donc l'AFCEP, Association française des sclérosés en plaques. Il convient bien sûr de ne pas confondre l'AFCEP au service des malades avec l'ARCEP, plus spécialisée dans la collecte des fonds destinés à la recherche. Ces 2 associations ne sont pas concurrentes, elles sont complémentaires.
Elles appartiennent d'ailleurs toutes deux à l'UNICEP, Union pour la lutte contre la sclérose en plaques. Aujourd'hui, l'AFCEP compte 8000 adhérents, 115 délégués départementaux qui ont pour mission de soutenir les personnes touchées par la sclérose en plaques, leur apporter une écoute, un soutien moral et les aider dans leurs démarches administratives. Ces délégués sont la plupart eux-mêmes touchés par la maladie. Ils organisent tout au long de l'année sur le plan local des rencontres, des réunions d'information et de sensibilisation, des groupes de parole, des séances de bien-être. Si c'est moi qui suis présente aujourd'hui, c'est parce que le Jura n'a pas de délégué. Je lance donc un appel. Si vous êtes intéressés, venez me voir tout à l'heure. En ce qui me concerne, je suis atteinte de sclérose en plaques depuis 2001 et déléguée de Côte d'Or depuis 2006. Il m'a fallu en effet 5 bonnes années pour accepter la maladie. Accepter entre guillemets, car on ne l'accepte jamais vraiment, on vit avec. Je suis donc devenue déléguée car je voulais me rendre utile, apporter quelque chose aux autres malades. Pour vous expliquer mon rôle de déléguée, je vais partir d'un exemple concret. Il y a quelques mois, j'ai été contactée par Sophie, une jeune femme de 25 ans récemment diagnostiquée. Elle connaissait, de par sa profession, la maladie. En effet, elle est infirmière. Mais elle en découvrait les aspects concrets et sournois que connaissent bien les malades. La fatigue, les sautes d'humeur, les douleurs, les pertes d'équilibre. Elle avait des besoins divers, professionnels et personnels. Son premier besoin, c'était de parler et de se sentir comprise. Nous avons donc discuté autour d'un café. Elle s'est très vite rendue compte que ce qu'elle ressentait, elle n'était pas la seule à le ressentir. Enfin, quelqu'un comprenait sa fatigue, ses moments d'angoisse et de découragement. Ensuite, nous avons pu parler des problèmes qu'elle rencontrait dans sa vie professionnelle. Difficultés physiques pour accomplir certaines tâches, incompréhension de la part de ses collègues et indifférence de la hiérarchie. Elle a ensuite abordé le malaise qui s'installait au sein de son couple. Son compagnon, lui non plus, ne comprenait pas cette fameuse fatigue qui survient soudainement et empêche de poursuivre la tâche qu'on est en train d'accomplir. Il ne comprenait pas non plus ses difficultés professionnelles. Le couple n'a d'ailleurs pas résisté et le monsieur a préféré s'en aller, d'autant qu'il a toujours refusé de rencontrer, ne serait-ce qu'une fois, d'autres malades ou d'autres proches de malades, ce qui est pourtant facile lors d'une sortie ou d'un repas convivial. Depuis cette première rencontre, Sophie a rejoint l'AFCEP et participe à nos activités. Aujourd'hui, je la revois dans mon bureau pour faire avancer ses problèmes professionnels. Je l'incite à demander la reconnaissance de travailleur handicapé. J'ai à sa disposition tous les imprimés nécessaires. J'attends juste qu'elle se sente prête. Par la suite, nous verrons ensemble s'il y a lieu de demander une adaptation du poste de travail. Pour Sophie, comme pour mes autres compagnons d'infortune, je m'efforce d'être disponible. À travers cet exemple, j'ai voulu vous montrer que le rôle de délégué est double. Aide aux malades dans ses tâches administratives, reconnaissance travailleur handicapé, aménagement du poste de travail, les dossiers MDPH pour les demandes de cartes de stationnement, pour l'aménagement du domicile, etc. et la recherche d'un appartement adapté. En second lieu, et c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, je souhaite sortir les malades d'un isolement qui se traduit souvent, comme je l'ai évoqué précédemment, par un départ du conjoint, des parents qui baissent les bras, des enfants dépassés, les amis qui s'éloignent par ignorance des symptômes qui leur semblent pour le moins bizarres et donc incompréhensibles. Je fais donc en sorte que les malades se rencontrent afin qu'ils se rendent compte que cette fatigue si particulière, si spécifique à la sclérose en plaques, eh bien, ils ne sont pas les seuls à la ressentir. Lors de nos rencontres, la présence des proches aussi est bénéfique. Tous ces symptômes qu'on prend pour des caprices ou du laisser-aller deviennent communs et donc plus acceptables. Pour faciliter ces rencontres, j'ai organisé en Côte d'Or des permanences, des groupes de parole avec un psychologue, des séances de gymnastique douce avec un moniteur spécialisé, des ateliers mémoire et bientôt des ateliers bien-être vont voir le jour. On peut aussi prévoir des choses beaucoup plus ludiques, des visites, des voyages, des repas,
Des promenades santé où chacun participe avec ses moyens propres, en fauteuil, avec une canne, avec le bras de son compagnon ou simplement sur ses deux jambes. Il suffit de trouver des endroits agréables, variés mais toujours à plat, les sclérosés n'aimant pas les dénivelés. Bien sûr, chacun est libre de participer ou non. Afin d'établir un contact permanent, j'ai créé une page Facebook, CEP en Côte d'Or, où chacun peut retrouver la trace des événements passés ainsi que le programme des semaines futures. C'est vrai que tous les malades ne souhaitent pas adhérer à une association, en particulier les plus jeunes, qui ont souvent peur de l'évolution de leur maladie et redoutent de voir des personnes en fauteuil roulant. Et d'autres craignent de s'enfermer encore davantage dans la maladie. Je ne peux que rappeler, comme je l'ai dit précédemment, qu'au sein de l'association, on ne parle pas de la maladie et que l'on s'efforce au contraire de vivre le mieux possible. L'association a aussi pour mission d'assurer un lien avec les pouvoirs publics. Par exemple, on a dû réagir au sujet de l'accessibilité. En effet, la loi handicap du 11 février 2005 précisait que les conditions d'accès des personnes handicapées dans les établissements recevant du public devaient être les mêmes que celles des personnes valides ou à défaut d'une qualité d'usage équivalente. Cette loi devait s'appliquer au plus tard cette année. Mais malheureusement, la mise en accessibilité a été reportée à 9 ans. Alors, quand on sait que le plus gros problème en France, c'est le regard qu'on porte sur les personnes handicapées, le report de la loi sur l'accessibilité n'est pas fait pour arranger les choses. Je dirais même que, pour reprendre une expression à la mode, c'est un très mauvais signal que l'on envoie. On peut regretter que la France n'ait pas mis à profit les 10 ans dont elle disposait pour faire le nécessaire. Les trottoirs sont souvent trop étroits, encombrés et obligent à emprunter les voies de circulation. Et les bateaux qui permettent d'accéder aux trottoirs sont généralement trop hauts et bloquent les roues des fauteuils roulants. Les textes prévoient pourtant qu'ils ne devraient pas dépasser 2 cm. Les places de stationnement, avec la bande d'accès latérale de 80 cm, elles devraient mesurer au minimum 3,30 m de large pour qu'on puisse sortir un fauteuil de la voiture et représenter 2% du nombre de places. Non seulement le nombre de places réglementaires est très inférieur à ces 2%, mais souvent les places sont occupées par des gens qui n'en ont pas pour longtemps, alors que nous, on a une sclérose en plaques à vie, quand elles ne servent pas d'emplacement pour les poubelles. De plus, dernièrement, l'AFCEP a contacté Madame Marisol Touraine pour lui demander d'accélérer la mise sur le marché du Sativex, le médicament à base de cannabis. En effet, ce médicament est très attendu par certains malades qui souffrent de douleurs récurrentes, parfois insupportables. En ce qui concerne les autres traitements, je tiens à me faire l'écho de mes adhérents qui apprécient de ne plus subir la contrainte des injections grâce à l'arrivée des traitements oraux. Malgré les angoisses devant les effets secondaires qui sont subis par certains malades. Le traitement qui améliore la marche est aussi très apprécié. Nous sommes bien sûr tous dans l'attente de traitements susceptibles de réparer la myéline et nous mettons beaucoup d'espoir dans la recherche, en particulier sur les cellules souches. J'espère que mon témoignage vous aura été utile. Je remercie M. Pascal Raymond qui m'a contacté et m'a permis d'être parmi vous aujourd'hui, ainsi que Marina Julienne pour son aide précieuse. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et nous sommes tous les deux, avec le médecin à côté de moi, présents pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la façon dont vous avez présenté votre association. Écoutez, on peut peut-être passer la parole à la salle, justement, pour des questions. Et c'est vrai que en attendant que quelqu'un prenne le micro, sur le cannabis, oui, effectivement, moi, c'était une question aussi que je voulais poser peut-être au docteur Béraud et à Bernard Zal. Est-ce qu'il y a un traitement qui a un effet démontré sur les patients et qui n'est pas encore accessible en France, c'est ça ? Oui, je pense qu'il faut quand même vraiment distinguer les traitements de fond des traitements symptomatiques. Ouais.
Donc là, quand on parle de Sativex, qui est effectivement une molécule qui a montré un effet, alors j'insiste, c'est pas la douleur, l'AMM ne sera pas a priori sur la douleur, mais sur la spasticité, qui peut occasionner des douleurs, mais c'est deux choses différentes. Donc là, il s'agit bien d'un traitement symptomatique. Voilà, c'était juste pour repréciser ça. Et il fait partie des traitements symptomatiques qui limitent effectivement l'impact de la sclérose en plaques sur la marche notamment. Mais ça reste un traitement symptomatique, qui effectivement est disponible par exemple en Suisse. Alors nous, les gens qui sont pas mal frontaliers ici vont régulièrement en Suisse pour se faire prescrire du Sativex. Mais encore une fois, j'insiste, l'indication du traitement, c'est la spasticité. C'est pas la douleur au sens large du terme. Et pour la France, il y a une AMM en cours, c'est ça? Alors, je ne suis pas spécialiste de ce qui se dit, mais je pense qu'il y a sûrement une négociation aussi autour du prix. C'est très coûteux ou pas? Non, les laboratoires fixent toujours un prix, c'est normal, le plus élevé possible, parce que voilà, il faut bien gagner sa vie. Et comme les médicaments sont remboursés, les instances nationales essayent de faire diminuer ce prix. Et donc il y a une négociation, je crois, qui est en cours. Je crois que c'est ça qui se passe. Hein. D'accord. C'est plus une négociation d'ordre économique, idéologique. Absolument. D'accord. Absolument. Ok. Alors on va passer aux questions. Il y en a une là. Vous me dites s'il y a des questions à Montbéliard. Hein, enfin, on en prend une de chaque côté. Merci. Question à Montbéliard. Bonsoir. Vous avez parlé de nombreuses causes qui qui permettent la sclérose en plaques de se développer. Mais il y en a une que vous n'avez pas évoquée. Alors, est-ce que c'est volontaire? C'est quand on vous l'injecte. Je dis, ma fille qui est vaccinée contre l'hépatite B se trouve depuis l'âge de 23 ans dans un fauteuil roulant. Merci, si vous pouvez répondre. Oui, oui. La question de la responsabilité ou pas des vaccins. Des vaccins. Oui. Alors, il y a il y a plusieurs études qui ont été faites sur le rôle éventuel des vaccinations contre l'hépatite B et le début d'une sclérose en plaques. Alors, il faut savoir qu'en France, on a fait les choses comme on aime bien les faire pour les vaccinations. Donc, il y a eu une très grosse campagne de vaccination avec 800 000 personnes qui ont été vaccinées. Donc, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, il y a une incidence de sclérose en plaques de 1 pour 1000. Et c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a 1000 personnes, il y en a une qui a un risque de développer une sclérose en plaques. Donc, si vous en avez 800 000, eh bien, vous avez 800 scléroses en plaques. Alors, ces études ont été faites et elles ont démontré qu'il n'y avait pas vraiment de risque, si vous voulez, et l'imputabilité de la vaccination contre l'hépatite B, je crois, ne peut pas être vraiment retenue. Le problème qu'il y a surtout, c'est qu'il faut voir ce que c'est que des patients qui ont une hépatite B et le risque qu'il y a à avoir une hépatite B par rapport au risque éventuel encouru. Voilà. Je ne sais pas, Mathieu, qui est plus clinicien que moi. Quel est votre avis là-dessus? Je suis évidemment tout à fait d'accord. Et ce que je peux dire à titre de clinicien, c'est que mes patients qui ont une sclérose en plaques et qui travaillent par exemple dans le milieu du soin, je leur ordonne entre guillemets de se faire vacciner contre l'hépatite B parce que je crois que c'est un des premiers vaccins anti-cancer et que ça ne peut pas être négligé. Et effectivement, je crois qu'il n'y a pas de lien démontré entre vaccination et sclérose en plaques, en tout cas dans les données de la littérature actuelle. D'accord. Veuillez m'excuser, Oui. je vais redonner le micro à la personne qui vient de poser la question parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Non, pas du tout, excusez-moi, c'est pas moi qui ai inventé le lien entre le vaccin et la sclérose en plaques. C'est un neurologue et des experts qui ont examiné ma fille et qui ont dit c'est la faute de l'hépatite B. Donc il ne faudrait peut-être pas raconter non plus n'importe quoi. Qui a dit n'importe quoi? En tout cas, il y a un débat. Nous ne sommes pas d'accord. Et il y a des milliers de personnes dans les 3 associations qui s'occupent des gens qui ont souffert de la vaccination contre le vaccin de l'hépatite B. Très bien.
Ne racontez pas n'importe quoi non plus, s'il vous plaît. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Et nous avons une opinion différente. Et je crois que moi, je me fais simplement l'écho de ce que les études ont démontré. Voilà. Je crois qu'il y a différentes hypothèses et pour l'instant, il n'y a pas de certitude absolue. Donc, absolue, non, mais l'imputabilité ne peut pas être attribuée à la vaccination, c'est tout. Je dis l'exemple, 800 000 personnes vaccinées, donc 800 scléroses en plaques. C'est normal. Alors si vous en trouvez 805 ou si vous en trouvez 798, là, on n'est plus dans les chiffres statistiquement significatifs. C'est tout. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, bonsoir. Par là, oui. C'est par là. Bonsoir. Alors moi, je suis un proche, donc il y a mon frère qui est juste à côté de moi, qui a une CEP progressive. Et moi, en tant que proche, je suis assez surprise de la façon dont le suivi est fait, en fait, puisque lui, c'est une visite chez son... c'est son médecin traitant d'abord, un neurologue qui confirme donc la CEP progressive en plus pour lui. Et fin de l'histoire, en fait. Il n'y a plus de suivi... si lui ne fait pas la démarche de retourner chez le médecin traitant pour faire les IRM ou je ne sais quoi, ce qu'il a à faire à peu près tous les ans où on constate plus ou moins que ça n'a pas bougé, formidable, il s'en va, sauf que nous, on voit bien que l'évolution, elle est là. Il marche de plus en plus difficilement. Il n'y a pas de traitement. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est laissé pour compte. Il faut gérer ce qu'a dit Madame Reinhardt, c'est ça ? Lénart, oui. Voilà, Lénart, pardon. Il faut gérer psychologiquement la maladie, la dégradation, enfin, il y a beaucoup de choses. Nous, en tant que proches, on voit tout ça et personne ne nous aide, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des traitements spécifiques pour eux ? Est-ce qu'il y a un suivi ? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux lui dire, oui, on va te trouver quelqu'un qui va te regarder dans les yeux et qui va s'occuper de ton cas ? Je pense que le docteur Béraud va répondre là-dessus, parce que ça paraît assez incroyable quand même qu'on laisse les gens comme ça à domicile Je ne pense pas que ça soit isolé. Merci. Sans suivi. Mais merci beaucoup pour cette question et puis ce commentaire et ce témoignage. Je pense que c'est vraiment très important ce que vous venez de dire. Alors effectivement, les patients qui ont une forme primaire progressive, c'est la forme de la maladie un peu moins fréquente. C'est 10 à 15% des patients qui ont une sclérose en plaques qui débutent par cette forme donc progressive un peu plus insidieuse, qui survient plutôt vers 40, 45 ans, 50 ans. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, en termes de traitement de fond, aucun traitement n'a fait la preuve de son efficacité clairement dans ces formes de la maladie. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de traitement de fond, il n'y a rien à faire. Ça, sûrement pas. Je pense déjà qu'il faut poser le diagnostic de sclérose en plaques de forme primaire progressive. Ça nécessite la même rigueur qu'une sclérose en plaques de forme rémitante, comme on l'appelle, avec des poussées. Il y a de toute façon une prise en charge qui doit être multidisciplinaire, inclure dès le départ le médecin rééducateur, qui a un rôle absolument fondamental. Il y a des traitements symptomatiques. Alors, on a parlé de la spasticité tout à l'heure, mais il y a la marche. Il y a un médicament qui s'appelle la fampridine, qui améliore, alors certes, c'est symptomatique, ça n'empêche pas la maladie d'évoluer, mais qui permet à des patients de retarder un éventuel recours au fauteuil roulant et qui n'est pas du tout négligeable. Il y a un travail à faire contre la spasticité, il y a un travail à faire sur le plan neuro-urinaire. Alors c'est vrai que le neurologue est peut-être moins, se sent peut-être moins, je voudrais trouver le bon terme, mais moins aidant, il a peut-être moins d'armes à sa disposition, il n'y a pas de traitement de fond pour le moment. Il y a des choses qui devraient peut-être arriver. Il y a eu des éléments intéressants à l'AN, à l'ECTRIMS. Il y a eu qui sont des congrès donc, de sclérose en plaques. Il y a des perspectives. Il n'y a rien de très concret aujourd'hui, mais il y a quand même des perspectives. Et je crois que c'est important de suivre ces patients. C'est important de pouvoir leur permettre d'intégrer des protocoles d'essais cliniques dès que cela est possible. Et donc, je crois qu'il est fondamental de continuer à suivre ces patients. D'accord. Et ça, concrètement, c'est le rôle du neurologue ou du... Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais juste ajouter que, justement, pourquoi ne pas aussi vous tourner vers les associations de patients ? Madame est là et voilà, qui va pouvoir, d'une part, vous donner une aide et surtout une information sur ce que vous pouvez faire. Oui, mais... voyez. Oui, je voulais vous dire, pour ce monsieur, il faut surtout pas qu'il reste isolé.
Les aidants qui sont proches de lui, c'est pareil. Il faut trouver aller vers les associations. Dans les associations comme les nôtres, il y a des groupes de parole pour les aidants. Et ça aide énormément, mais il faut surtout pas rester focalisé sur la maladie et continuer à vivre le mieux possible. Je crois qu'il y a d'autres questions. Bonjour. Oui. Alors, j'ai deux questions. La première porte sur les traitements qui existent aujourd'hui. Ce que je voulais savoir, c'est déjà les traitements les plus anciens, donc qui sont par voie injectable, comme le rebif, les interférons. Et aujourd'hui, il y a des traitements par voie orale. Est-ce que ces traitements sont sur la même base, c'est les mêmes principes actifs, entre guillemets? Vous disiez que les traitements qui existent aujourd'hui ne permettent pas de repousser l'évolution de la maladie. Mais est-ce que si ces traitements permettent de limiter le nombre de poussées, ça ne repousse pas en soi la progression? Et la deuxième question, c'est au niveau de la recherche. Quand je fais des petites recherches, vous êtes devenu un spécialiste de la sclérose en plaques, ce que je vois de plus en plus souvent revenir, c'est la question de la microbiote intestinale qui pourrait être une voie intéressante pour améliorer aussi l'évolution de la maladie. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de cela. Mathieu, sur les traitements. Voilà, je vous laisserai volontiers la partie sur les microbiotes, sur les traitements. Le caca, c'est ma tasse de thé. Super. Alors, sur les traitements de fond, simplement juste dire un mot. Effectivement, les mécanismes d'action ne sont pas les mêmes, tout à fait les mêmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, ça fait partie de la classe des traitements de première ligne qu'on appelle les immunomodulateurs, qui vont venir moduler l'action anti-inflammatoire et qui s'opposent, entre guillemets, aux immunosuppresseurs qui sont un petit peu plus puissants sur la réaction inflammatoire. Les traitements par voie injectable, encore une fois, c'est pas du tout la fin de ces traitements-là. Il y a des formes qui sont actuellement en cours d'évaluation avec des formes qu'on appelle péginées, avec un certain nombre d'injections beaucoup moins rapprochées et qui vont permettre aussi de continuer à poursuivre ces traitements. Les traitements par voie orale, leur principal avantage, c'est pas une meilleure efficacité, c'est surtout l'absence de contrainte de faire les injections. Mais leur équivalence en termes d'effet, d'impact sur les poussées et les lésions à l'IRM est à peu près équivalent, même si ces traitements n'ont jamais été comparés head-to-head, c'est-à-dire l'un contre l'autre. Mais grosso modo, on peut considérer que l'efficacité est la même si le mécanisme d'action n'est pas tout à fait le même. Monsieur, oui, je vous demandais aussi, comme ça espace, quand ça se passe bien, les poussées, enfin a priori on en a moins, est-ce que quand même ça a un effet sur l'évolution? Alors, excellente question. Alors, oui et non. C'est-à-dire que effectivement, ce qu'on sait, c'est que 40% des patients qui font une poussée vont capitaliser de manière durable une augmentation du handicap. Donc, ce qu'on sait, c'est que oui, ça a un intérêt de diminuer le nombre de poussées. Oui, c'est important. C'est aussi important de limiter les lésions à l'IRM, mais ce n'est probablement pas nécessaire. Enfin, si, c'est nécessaire, mais c'est probablement pas suffisant. Et au bout d'un certain temps, il y a d'autres mécanismes qui prennent sans doute le pas sur l'inflammation et qui rendent compte de l'évolution du handicap. Et là, les traitements inflammatoires, anti-inflammatoires, sont moins aptes à limiter l'évolution de la maladie. On a des patients, par exemple, sous Tysabri, qui a un traitement extrêmement fort pour limiter les poussées, qui font aucune poussée, qui ont très peu de plaques en plus à l'IRM, et pourtant, au bout de 15 ans de traitement, ils évoluent vers la forme progressive de la maladie. Donc encore une fois, je crois qu'il y a le vrai challenge aujourd'hui de la sclérose en plaques, c'est de s'attacher vraiment aux aspects un peu neurodégénératifs, et je pense que la réparation de la myéline est quelque chose de très enthousiasmant dans cette idée-là. merci. Sur le microbiote, peut-être si vous pouvez répondre. Alors, honnêtement, c'est pas ma tasse de thé, mais depuis quelques années, on s'est rendu compte que les germes qu'il y a dans les selles sont d'abord extrêmement nombreux et que quand on inverse ces germes ou quand on en apporte des différents, enfin, ces germes peuvent avoir un rôle dans les maladies auto-immunes. Et
comme la sclérose en plaques est une maladie auto-immune, alors évidemment, on peut se demander si ça n'a pas un rôle. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? Je crois qu'il y a une seule affection dans laquelle il y a des essais à l'heure actuelle, c'est les rectocolites hémorragiques, non? C'est pas ça? Je m'adresse à Mathieu. Ça sera peut-être un prochain sujet pour une conférence INSERM. Je crois qu'il y a des essais où effectivement, donc il y a des donneurs de sel et on fait des transplantations de sel chez les patients. Je crois qu'il y a un essai dans la sclérose en plaques, mais là je ne saurais pas dire. Le docteur Béraud, elle est recours. Oui, peut-être que vous êtes au courant. Sur la rectocolite hémorragique, je crois en effet que oui, et j'avoue que sur la sclérose en plaques, ça, je n'ai pas la connaissance de ce qui se fait précisément avec le microbiote. D'accord. Je crois qu'il y a un essai en cours quand même. Est-ce qu'il y a des questions d'abord à Montbéliard, parce qu'ils n'ont pas du tout eu la parole? Vous avez des questions de votre côté ou pas? Non? Sinon, on en prend une autre ici. Si. Ah, Il y a pardon. une question. Allô? Oui, allez-y. Oui, donc une question sur les facteurs déclenchants connus. Est-ce qu'il y a des facteurs psychosociologiques, par exemple? Et une autre question sur l'évolution, sur le mode d'action de la maladie. Il semblerait, j'ai entendu parler de globules rouges qui passent les parois des méninges et qui se déposent dans certains endroits du cerveau. Ces cellules sont identifiées comme n'ayant rien à faire là, et notre corps fabrique des toxines et vont flinguer la myéline en même temps que ces cellules. Donc ce serait une piste, ce serait une piste non pas neurologique, mais une piste qui viendrait du sang avec des effets neurologiques. Alors, je ne sais pas si on parlait de globules rouges ou de globules blancs. Voilà ce qu'on peut dire dans la sclérose en plaques, c'est qu'il y a probablement une inflammation précoce périphérique, c'est-à-dire dans le sang. Donc c'est pas dans le cerveau, enfin les organes lymphoïdes, dans le sang. Et effectivement, vous avez cité une structure qui est importante. Je pense que c'est celle-ci, la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière entre le sang et le cerveau. Et effectivement, pour que l'inflammation arrive jusqu'au cerveau, il faut que les cellules passent cette barrière sans cerveau. Ça se fait grâce à une interaction moléculaire. Et ensuite, ces globules blancs viennent inflammer le cerveau. Ça, c'est assez bien connu, et la plupart des thérapeutiques disponibles aujourd'hui vont agir sur cette inflammation, soit en périphérie, soit en empêchant les cellules de passer la barrière hémato-encéphalique, c'est le cas du natalizumab par exemple, et peut-être ce qui reste le plus à développer, c'est des molécules qui vont empêcher l'action de ces globules blancs au sein du cerveau et empêcher les cellules du cerveau d'être abîmées ou d'être inflammées par ces molécules. Voilà ce que je pourrais répondre. Alors c'est vrai aussi qu'à la phase tardive de la maladie, il y a ce qu'on appelle des follicules ectopiques méningés, effectivement, qui se déposent. C'est une inflammation tardive qui semblerait plus corrélée aux aspects dégénératifs tardifs de la maladie. Donc, et sur la première partie sur la première partie de la question, sur les facteurs déclenchants. Alors psychosociologique, ça j'aurais du mal à répondre à la question. Des facteurs déclenchants. J'aurais aussi un petit peu je ne sais pas comment comprendre exactement la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Est-ce qu'une infection? Est-ce que J'imagine, est-ce que des facteurs environnementaux peuvent expliquer le déclenchement d'une sclérose? Ah oui. Alors. Oui, c'est-à-dire que on n'a pas entendu la question. Oui, alors je vais la répéter. Oui. Donc il y a un monsieur qui aurait voulu savoir si des facteurs psychologiques ou des facteurs de vie, est-ce que des facteurs intercurrents peuvent déclencher des poussées? Moi, j'aurais tendance à répondre que oui. Il y a un certain nombre de facteurs, une infection ou des facteurs psychologiques qui peuvent favoriser des poussées. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que ces facteurs-là vont déclencher une sclérose en plaques. Ce n'est pas la même chose. L'expression d'une maladie et une maladie en elle-même, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si c'est clair comme réponse. Moi, il me semble que c'est clair. Il y a une question à Montbéliard. Attendez, on prend une autre question. Je voudrais juste finir sur ce point-là. C'est toujours le problème des corrélations. Si vous
rêvez d'une personne et que le lendemain, vous la rencontrez sur le trottoir, vous dites « Ah, il y a eu transmission de pensée ». Si vous rêvez d'une personne et que le lendemain, vous ne la rencontrez pas, ben, il n'y a pas eu de transmission de pensée et puis vous n'y pensez plus. Quand on a une maladie, on se met à réfléchir sur cette maladie. Qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents et qu'est-ce qui s'est passé les mois précédents? Et on trouve, ainsi, on s'interroge et on s'intériorise. Et je pense qu'on met en évidence des choses qui, chez d'autres individus, se sont passées de la même façon et qui n'ont pas été déclenchants dans la maladie, ni même sur la survenue d'une poussée. Donc je crois qu'actuellement, ces corrélations sont très difficiles à démontrer. Ouais. Hein, j'avais un maître qui me disait toujours, vous savez, une bonne démonstration vaut mieux qu'un faisceau d'arguments. Et je crois qu'il faut garder ça en tête. Alors je crois qu'il y avait une autre question à Montbéliard. Allez-y. Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez développer juste 2 points? Le premier, l'utilité des cellules souches et comment se réaliserait le traitement. Le deuxième point, il y a différentes formes de CEP. Et quelle est la différence entre la forme progressive et les autres formes? Est-ce qu'il y a un mécanisme d'action différent? Et enfin, le troisième point, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'ensemble du monde médical. Je pense qu'il n'y a aucune coordination, effectivement. Et il y a certaines régions où la coordination entre les équipes est beaucoup plus développée, en particulier dans l'ouest de la France, où ils coordonnent ensemble des kinés, des médecins généralistes, des ergothérapeutes qui travaillent ensemble au quotidien pour aider le maintien des personnes malades de CEP. Et je m'aperçois que dans d'autres régions, ce n'est pas réalisé. Donc est-ce que ça pourrait être amélioré? D'accord. C'est peut-être le docteur Béraud qui répond. Oui, sur les réseaux. Mais on lui a coupé le c'est dommage parce que ça rejoint un peu la question de madame de tout à l'heure sur le suivi des patients. Alors effectivement, le réseau Ouest est est souvent mis en avant parce qu'il fonctionne très très bien. Mais c'est déjà Saboureau qui avait mis ça sur pied et puis ça continue maintenant. Mais c'est un peu paradoxal puisqu'on a compris tout à l'heure qu'il y avait plus de patients à l'Est qu'à l'Ouest, non? Je pense que c'est quand même plus le nord que le sud, mais peu importe, si vous voulez. Je crois que dans les régions, il y a des choses quand même qui se passent. Enfin, vous savez. C'est dommage, on n'a plus la connexion. Mais c'est dommage, on n'a plus votre micro. On vous entend plus. Non, ce que je veux dire, c'est que le patient au quotidien ne bénéficie pas d'une coordination et d'une prise en charge. Le médecin généraliste, il devrait y avoir un médecin généraliste qui coordonne l'ensemble et qui permet au patient de revenir régulièrement chez son médecin généraliste tous les mois, par exemple, et que le médecin généraliste puisse s'assurer que le patient a été suivi par l'ergothérapeute, par le kinésithérapeute. Parce que le patient tout seul, s'il ne voit pas un médecin régulièrement, il ne peut pas prendre en charge ce problème-là. Donc certes, les associations sont utiles pour aider à la parole, mais je pense que le monde médical doit aussi réaliser un effort pour s'assurer que le patient est suivi régulièrement, puisqu'il va aller voir son neurologue simplement 1 fois par an, et entre les deux, il ne voit personne. Et les médecins généralistes, je pense en particulier aux médecins généralistes, ne sont absolument pas formés à l'heure actuelle pour réaliser le suivi des patients. Donc il y a un gros problème au niveau médical. Alors c'est quand même un petit peu le rôle des réseaux de santé qui se développent, mais c'est quand même évident que sans réseau de santé, il ne peut pas y avoir une prise en charge efficiente. Et par exemple, dans l'Est de la France, y a-t-il un réseau de santé? Ah bah oui. Alors il est coordonné par qui? Alors il y a plusieurs réseaux de santé, mais par exemple il y a ARCEP en Alsace, il y a l'ORCEP en Lorraine, la Franche-Comté c'est également relié à ces réseaux de santé. Donc oui, il y a des réseaux de santé, oui, il y a des infirmières coordinatrices, oui, il y a des infirmières d'éducation thérapeutique qui peuvent participer à l'annonce du diagnostic, qui peuvent participer au suivi des patients. On a un programme d'éducation thérapeutique, par exemple pour les patients qui prennent des traitements par voie orale, avec une pharmacovigilance spécifique, avec quelqu'un qui répond au téléphone. Donc oui, il y a des choses qui sont mises en place. On va peut-être prendre, excusez-moi, Non, il y avait une autre question, mais alors je n'ai pas de réponse. Il y avait une question sur les mécanismes entre formes progressives et... Ah oui, sur les mécanismes qui sont différents dans les 2 types de maladies. Les 2 maladies sont différentes, mais en fait, les formes rémitantes deviennent progressives. Pourquoi certaines formes sont d'emblée progressives? Honnêtement, actuellement, la recherche piétine. D'accord. Alors, on va peut-être prendre une dernière question.
parce qu'il est Bonsoir. déjà 20h30. Oui. En fait, j'ai deux petites questions. On parlait des Allez-y. facteurs déclenchants. Moi, de ce que j'ai lu, parmi les facteurs déclenchants, il y avait aussi le fait d'avoir eu de la mononucléose précédemment. Donc ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la deuxième, en fait, rejoint pas mal ce que disait le monsieur de Montbéliard. C'est est-ce que les neurologues sont vraiment formés en France pour la sclérose en plaques, à la fois sur la prise en charge médicale et paramédicale, et sur les aspects humains? Moi, grosso modo, quand on me l'a annoncé en 5 minutes et on m'a laissé partir ensuite. Donc c'était un peu sec, je dois l'avouer. Mais donc, est-ce qu'ils sont vraiment formés? Parce que bon, là, je parle du neurologue qui me l'a annoncé. Je parle pas de celui d'avant qui m'avait ri au nez quand je lui avais posé la question. Voilà. Qu'en est-il des neurologues en France? Ça a l'air décidément d'être un sujet qui revient. Moi, je pense que c'est très important parce que je crois qu'une bonne annonce diagnostique, c'est déjà la moitié d'acquis pour la compliance au traitement. C'est vrai que j'ai de la petite expérience que j'ai, de 2 ans d'assistanat, c'est pas beaucoup, mais les patients que je vois, j'essaie de prendre un soin particulier, en tout cas pour l'annonce du diagnostic, avec, je crois que c'est un élément clé, et j'ai vu beaucoup de patients arriver avec déjà une annonce. Je parlais du radiologue qui tend le truc au patient en disant c'est une sclérose en plaques. Voilà. Je dis pas que c'est systématiquement comme ça que ça se passe, mais je comprends en tout cas le ressenti que peuvent avoir les patients à qui on n'a pas pris le temps parfois d'annoncer le diagnostic. Mais oui, il y a des formations, il y a des guidelines sur l'annonce du diagnostic. Dans tout CHU qui se respecte, il y a des infirmières d'éducation thérapeutique qui peuvent aussi participer à l'annonce du diagnostic. Et bien sûr que c'est important, et bien sûr que les neurologues sont formés à ça. Voilà. Et sur la première partie de la question, sur la mononucléose, est-ce que vous Alors, pouvez répondre? peut-être que M. Zalk aura plus de choses à dire. Il se renvoie la balle. Ce qu'on peut dire, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de gens qui font la mononucléose et qui n'auront jamais de sclérose en plaques. La mononucléose, la primo-infection au virus Epstein-Barr, c'est quelque chose de très commun. Mais ce qu'on a remarqué, et c'est vrai, c'est que parmi les gens qui ont une sclérose en plaques, il y a une séroprévalence à l'Epstein-Barr qui est plus élevée, de manière significativement plus élevée que parmi les patients qui n'ont pas de sclérose en plaques. Mais de là à en faire un facteur causal, je crois vraiment que c'est peut-être ça le danger. C'est-à-dire de vouloir chercher absolument un facteur déclenchant, je pense que c'est faire fausse route. C'est qu'il y a un ensemble de choses. Alors on utilise un mot en médecine qui s'appelle multifactoriel. Alors ça paraît comme ça un petit peu sournois, ça cache peut-être une certaine incompréhension, mais c'est pas tout à fait vrai. Je pense que multifactoriel, c'est vraiment la sclérose en plaques, c'est une interaction entre une susceptibilité génétique chez un patient donné à un moment donné avec certains facteurs environnementaux donnés. Mais je ne crois pas qu'on puisse résumer la maladie à un facteur causal. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si. Je crois que c'est très clair. Bon, alors, la dernière des dernières questions. Allez-y. Merci. Je voulais poser une question, vous avez partiellement répondu. Est-ce qu'une forme intermittente va évoluer obligatoirement vers une forme progressive? Et comment se fait-il qu'il y ait des formes intermittentes qui s'espacent beaucoup, d'autres qui sont plus rapprochées? Est-ce qu'on a une explication à ce sujet? C'est plus une question pour Mathieu, mais juste comme ça d'expérience. J'ai fait très très peu de cliniques dans ma carrière, mais il y a des patients, par exemple, qui vont faire 2, peut-être 3 poussées, et puis qui n'en feront plus. Alors, on va les estimer guéris, puis on les voit plus. De toute façon, on les voit plus en consultation, parce qu'au bout d'un certain temps, pourquoi ils reviendraient alors qu'ils vont très bien? Et je crois que ça, c'est un des problèmes de la sclérose en plaques, c'est d'avoir cette épée de Damoclès sur la tête, l'impossibilité de dire je vais faire une poussée demain ou pas, et je vais la faire dans combien de temps. Et actuellement, on est complètement désemparé. C'est pour ça que les médications qui sont à l'heure actuelle dans notre panoplie, qui permettent en tout cas d'espacer le nombre de poussées,
pour le confort du patient, je crois que ça a été extrêmement important. Je veux dire, de diminuer de 30 à 50% le nombre de poussées, ça permet d'avoir, pendant cette période où on prend ces médicaments, une vie quand même qui est plus sûre. Mais ça n'empêche qu'on ne pourra jamais savoir si demain ou non, on aura perdu la vue ou on aura du mal à se lever de son lit, vous voyez. Et ça c'est terrible. Cette incertitude, cette imprédictibilité qui est effectivement très angoissante et difficile à vivre. Oui, docteur Berron. Oui. Moi, ce que je voulais juste dire, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose qui est étonnant avec la sclérose en plaques, c'est que l'évolution de la maladie sur un groupe de patients donnés est très prévisible, sur un groupe de patients donnés. C'est-à-dire que les histoires naturelles de sclérose en plaques, les études françaises, les études d'autres pays européens, ont des données qui sont très concordantes. On sait par exemple qu'au-delà de 15 ou 20 ans d'évolution de la maladie, 50% des patients suivis ont développé une forme progressive. On connaît le nombre moyen de poussées par exemple. Mais à l'échelle d'un individu, la maladie n'est pas prévisible. On n'est pas capable de dire pour un individu donné, est-ce que vous êtes à risque de faire une poussée, dans combien de temps vous risquez de faire la prochaine poussée, dans combien de temps vous risquez éventuellement d'évoluer vers une phase progressive. Et ça, je crois que c'est un élément important. On n'est pas capable de prédire ça. Enfin voilà, je voudrais rejoindre ce qui a été dit précédemment. Je crois vraiment que voilà, les traitements actuels permettent vraiment de limiter les poussées et que c'est quand même un acquis important. Alors les patients sont souvent préoccupés par la progression. Qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas capable d'évaluer cette évolution ultérieure de la maladie à l'échelle individuelle. Et c'est vraiment la particularité de cette maladie, justement, par rapport à de nombreuses autres. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vais d'abord quand même vous donner la réponse à une des questions du quiz où il y avait eu pas mal d'erreurs, en fait. C'était sur le nombre de personnes qui déclarent chaque année une sclérose en France. C'est entre 4 000 et 6 000. Et donc, c'est beaucoup plus que ce qui était... Il faut que je remette le quiz, c'est ça? Pardon. Ah non, excusez, celle d'avant. Voilà. Donc c'est bien entre 4 000 et 6 000 et non pas entre 1 000 et 3 000. Donc c'est plus important que ce que l'on croit, malheureusement. Sur les autres, donc, ça c'était... voilà. J'avais effectivement une question, c'est savoir s'il y avait des exceptions. Et comme vous le disiez, en fait, ça peut se déclarer parfois Oui, chez les heureusement, enfants, mais c'est rare. rare. Oui. Et ensuite, le type de traitement, ce sont évidemment les immunosuppresseurs, ça on l'a vu. Écoutez, merci à tous en tout cas surtout pour la qualité de vos explications, à la fois aux médecins, aux chercheurs et aux patients. C'était vraiment particulièrement limpide. Pour conclure, donc, je voulais vous dire que la prochaine conférence santé en question se tiendra le jeudi 26 novembre. Ce sera cette fois en duplex avec la ville de Toulouse, et puisque le thème, c'est la conquête spatiale et les innovations en santé. Donc nous serons en duplex avec la ville de Toulouse. Merci également aux partenaires qui ont permis l'organisation de cette conférence, la ville de Montbéliard, le magazine La Recherche, côté Montbéliard aussi, l'hôpital de Franche-Comté et SEM Numérica, que j'ai oublié de citer. Et puis évidemment la Cité des sciences et de l'industrie, l'INSERM et la régie, le pavillon des sciences, pavillon des sciences de Montbéliard, c'est ça? Et donc merci aux techniciens aussi et à la régie qui ont permis finalement que tout se déroule très bien. Voilà. Merci encore de votre participation.